Bonjour, je suis Luigi Ferrelli, directeur du bureau de Bruxelles de l'Agence italienne du commerce extérieur, qui est l'agence du gouvernement qui s'occupe de promouvoir les exportations en travaillant en stricte collaboration avec les ministères des Affaires étrangères. À l'occasion de la 6e édition de la cuisine italienne dans le monde, qui sera célébrée fin novembre cette année, nous avons décidé de réaliser une vidéo sur les vins italiens d'une dizaine de différentes régions. Et c'est de ces mêmes régions que proviennent les vins qu'on pourra déguster le 25 novembre prochain auprès du Hilton Gare Centrale à Bruxelles. On cherchera donc d'en savoir plus avec Fabrizio Bucella, qui est docteur en sciences, professeur à l'Université libre de Bruxelles, sommelier et auteur de plusieurs ouvrages sur le monde du vin. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous souhaite une très bonne vision. Merci. Chers amis, aujourd'hui on va parler du vin italien. Vous savez que l'Italie est le premier producteur mondial. On passera en revue bien sûr un peu de chiffres, l'histoire de ce magnifique vignoble et un tour des principales régions vitivinicoles italiennes. On va donc parler du vin italien. Je vais être très synthétique. Donc l'Italie est le premier producteur de vin au monde, suivi ensuite par la France et l'Espagne ou par l'Espagne ou la France. Mais donc retenez que l'Italie est le premier producteur de vin au monde. C'est presque 6 milliards de bouteilles produites chaque année. Retenez également qu'avec 4 régions, vous avez 60% de la production. C'est la Vénétie, les Pouilles, l'Émilie-Romagne et bien sûr la Sicile. Vous pouvez rajouter juste derrière la Toscane si vous le souhaitez. Retenons également qu'une bouteille de vin sur 2 en Italie est une bouteille avec un vin d'appellation, c'est-à-dire le plus haut niveau des appellations. Je reviendrai dans un instant. En termes de marché à l'export, l'Italie se concentre sur les États-Unis, sur l'Angleterre et l'Allemagne. C'est le podium des marchés à l'export pour le vin italien. Mais la Belgique, malgré son petit nombre d'habitants, on n'a jamais que 11 millions d'habitants, on est quand même le 9e marché à l'export. Donc je trouve que c'est quand même un bel exploit qu'il est important de souligner, avec une consommation de vin italien importante des 2 côtés de la frontière linguistique, mais notamment en Flandre. Que puis-je encore vous dire par rapport à l'univers du vin italien? L'Italien est très connaisseur de vin. Selon un récent sondage, 2 Italiens sur 3 se considèrent connaisseurs de vin. Il y a 2 associations italiennes de sommeliers en Italie qui sont très puissantes, qui maillent très bien le territoire et qui font un travail extraordinaire de promotion et d'enseignement du produit. C'est l'Associazione Italiana Sommelier l'AIS et l'autre association qui s'appelle la FISAR. Les 2 associations sont magnifiques. Moi, j'ai fait ma qualification de sommelier dans l'une des 2, à l'Associazione Italiana Sommelier, mais les 2 sont extrêmement qualitatifs. Il y a aussi un salon italien extrêmement célèbre, qui est célèbre mondialement, qui s'appelle Vinitaly, qui se déroule à Vérone chaque année. En termes d'histoire, nous arrivons, si vous voulez, à la partie un peu histoire. Bien sûr, on confond le vignoble italien avec la conquête de Rome et l'apogée de l'Empire romain. Attention, il y avait du vin en Étrurie. Il y avait du vin chez les Étrusques, même avant l'Empire romain. Donc ce vin, il a bougé sur le pourtour méditerranéen, passant de l'Égypte aux marchands phéniciens, à la Grèce, et puis à la Grande Grèce en Sicile, et puis bien sûr les Étrusques qui étaient là avant les Romains, si vous voulez, ou avant l'établissement de Rome, eh bien, maîtrisaient le vin. Je pense même que Étrurie signifie le pays du vin. Alors, juste petite anecdote, hein, le symbole du centurion romain est un cep de vigne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais donc le centurion romain avait comme symbole d'autorité et de pouvoir un cep de vigne, c'est-à-dire en gros un bâton, hein, si vous voulez, mais enfin, c'était pas n'importe quel bâton
avec lequel ils pouvaient aussi de temps en temps être amenés à punir des soldats récalcitrants, mais ça montre quand même l'importance pour les Romains de la vigne, si vous voulez. Alors quand les Romains partaient, bien sûr, quand les légions romaines partaient à la conquête, à la conquête de l'Europe et puis à la conquête d'où elles partaient à la conquête, disons, eh bien, elles partaient toujours, bien sûr, avec des ceps de vigne, et les Romains qui s'établissaient dans les différentes contrées qu'ils étaient amenés à conquérir, eh bien, n'oubliaient jamais de planter de la vigne et de produire du vin. Après la chute de l'Empire romain, eh bien, les échanges commerciaux se raréfient, on se retrouve pendant la période du Moyen-Âge, et nous allons retrouver quand même une forme d'essor du vin italien avec le fameux Quattrocento, c'est-à-dire la Renaissance italienne. Par exemple, pensez qu'en 1384 a été établie la fameuse Lega del Chianti, la Ligue du Chianti, qui était, oui, certes une alliance politico-militaire, mais qui, par exemple, a établi le fameux ban des vendanges, c'est-à-dire l'interdiction de vendanger avant la date officielle promulguée par la Lega del Chianti. Ensuite, de nouveau, on va faire un peu un saut, un salto pindarico, comme disent les Italiens. On va se retrouver directement à la moitié du 19e siècle, 1850 pour le dire ainsi, où la viticulture en Italie, comme en France d'ailleurs, va se transformer d'une viticulture empirique, c'est-à-dire qu'on faisait le vin un peu par essai-erreur, à une viticulture plus scientifique, notamment grâce aux travaux de Pasteur, qui est le savant qui mettra au point le mécanisme de fermentation du sucre en éthanol par les levures. Et en 1950, eh bien, l'Italie va basculer dans une viticulture extrêmement qualitative avec l'établissement des premières appellations d'origine, les 4 premières DOC, comme on appelle, Denominazione di Origine Controllata italienne, ayant été établi par un décret du président de la République de l'époque en 1966. Et nous terminons cette petite introduction par la pyramide des vins, et je vais simplement me focaliser sur le haut niveau de la pyramide. Eh bien, vous savez, si vous voulez, qu'en France, en Belgique, on a ce qu'on appelle les appellations d'origine, les appellations d'origine contrôlées. Eh bien, les Italiens, ils appellent ça les Denominazioni di Origine Controllata, les DOC. Donc, les DOC italiennes, c'est un peu les équivalents des AOC françaises ou belges, parce qu'on a aussi quelques petites appellations d'origine en Belgique. Mais, les Italiens nous ont fait une astuce, c'est-à-dire qu'ils ont fait, dans les appellations d'origine, dans les DOC, ils ont fait des super DOC. C'est un des seuls pays au monde à l'avoir fait. Ils ont fait des Denominazioni di Origine Controllata e Garantita, des DOCG, qui sont au terme européen des DOC, mais qui sont en termes italiens des DOC plus, quoi, si vous voulez. Donc, ça signifie que quand vous achetez une bouteille de vin italien, faites toujours attention. Si vous voyez DOC, c'est une appellation d'origine officielle. Si vous voyez DOCG, c'est une appellation d'origine plus. Les Italiens ont quelque part séparé l'ensemble appellation d'origine en appellation d'origine et appellation d'origine garantie, donc un peu ce que moi j'appelle des super appellations d'origine. Avec ces éléments, vous êtes fin paré pour attaquer le tour des régions, des 10 régions vitivinicoles que nous vous avons préparées, qu'on va faire dans quelques instants. Avant d'entamer le tour des régions, il faut juste avoir une petite discussion sur les cépages. En Italie, vous avez des cépages internationaux, des cépages qu'on trouve dans d'autres pays, mais vous avez également des cépages locaux et uniquement des cépages italiens. Petite précision, dans la petite description qui va suivre région par région, nous n'allons parler que des cépages locaux pour ne pas alourdir la présentation. Nous commençons par la première région qui est la région du Frioul-Vénétie julienne, la région, si vous voulez, le plus à l'est de l'Italie, qui est la patrie des grands blancs italiens. 70% des vins qui sont produits dans cette région sont des vins blancs. Alors dans les cépages locaux, on a bien sûr le Friulano, cépage local extrêmement célèbre qu'on appelait auparavant Tokai, le Picolite en blanc, le Verduzzo en blanc. Dans les vins ou appellations célèbres, on a le Friuli, Colli Orientali del Friuli,
le Friuli Grave, Friuli Sonso, ce sont chaque fois des vins célèbres. Dans le produit sélectionné de la gastronomie italienne locale, on a le San Daniele qu'on peut accorder avec un Colli Orientali del Friuli, cépage friulano bien sûr. Ici, nous sommes en Vénétie, la région, bien sûr, dans laquelle se trouve la célèbre ville de Venise. C'est la première région vitivinicole italienne et la patrie du Prosecco. 70% des vins produits en Vénétie sont des vins blancs avec cette success story, comme on dit, la success story du Prosecco. Les cépages locaux, je vous l'ai dit, le Glera, le cépage du Prosecco, Garganega en blanc, Corvina en rouge, Morondinella en rouge et Molinara en rouge également. Dans les vins célèbres, tous les vins de la Vénétie sont extrêmement connus, c'est le Prosecco, on l'a dit quelques fois maintenant, l'Amarone, vin fait avec des raisins surmûris, le Recioto di Soave, qui est un vin passito, donc un vin liquoreux, Valpolicella et Bardolino en rouge. Comme produit de la gastronomie, j'ai sélectionné ici la Soppressa Vicentina DOP, parce que mon grand-père venait pas loin de là, et avec un Prosecco del Valdobbiadene, qui est une sous-appellation géographique, une doge du Prosecco. Nous arrivons ici dans la région des grands rouge italien monocépage, c'est bien sûr Piémont. On est au pied du mont. Au pied de quel mont? Le Mont Blanc. Alors ici, 60% des vins sont rouges dans le Piémont. Les cépages locaux, c'est la Barbera en rouge, le Nebbiolo bien sûr en rouge, le Dolcetto également en rouge. Et puis nous avons aussi quelques cépages blancs comme par exemple le Cortese ou l'Herbaluce. Dans les vins ou appellations célèbres, là, n'en jetez plus, non, voilà si vous permettez. Le Barolo, bien sûr, la Barbera, le Gattinara, Gemme, Herbaluce di Caluso en blanc, Moscati d'Asti en vin effervescent et aussi les vins effervescents, le fameux Moscato vient du Piemonte. Comme produit gastronomique, j'ai sélectionné le Castelmagno DOP, un fromage extrêmement goûtu qu'on peut accorder avec un Barolo Chinato, qui est un vin de liqueur fait à partir de Barolo et avec des infusions d'herbes. C'est une prelibatezza, c'est un vino da meditazione, on m'avait enseigné. Donc un vin de méditation qu'on m'avait enseigné quand j'avais fait ma qualification de sommelier à l'AIS. Nous continuons notre route vers le sud avec cette grande région d'Émilie-Romagne, bien sûr, avec la partie émilienne et la partie romagnonne. Alors, c'est une très très belle région, une des plus grandes régions vitivinicoles italiennes, et c'est la patrie du Lambrusco, ce fameux vin rouge, notamment un peu effervescent. Dans les cépages locaux, on a le Trebbiano Romagnolo, bien sûr, le Sangiovese, cépage locaux ou semi-local, si on considère qu'il vient de la Toscane, le Lambrusco, l'Ancelotta, l'Albagna, Pignoletto, bon, pour des cépages blancs. Dans les vins et appellations célèbres, le Lambrusco, comme on l'a parlé, le Colli Bolognesi Classico, Pignoletto en blanc, le Romagna Albagna en blanc. Alors bon, on dit que l'Émilie-Romagne, c'est une patrie du manger très goûtu, si vous voulez, très savoureux, extrêmement plaisant. Alors ici, voilà, j'ai sélectionné comme un produit local les Cappellacci di Zucca Ferraresi avec un Pignoletto fermo, c'est-à-dire tranquille, ou un Pignoletto frizzante, ce qui me permet de vous signaler que les appellations ou les vins en Italie se déclinent souvent en plusieurs typologies. Fermo signifie tranquille, frizzante effervescent, voire en plusieurs couleurs, rouge ou blanc, par exemple. Ça n'aide pas à la facilité. Nous sommes ici dans la Toscane. Alors, ça, c'est cette grande région qu'on connaît, ne fût-ce que par toutes les villes célèbres, bien sûr. Mais ça, c'est la patrie des grands rouges à base de Sangiovese. Et le Sangiovese, pour moi, est un cépage mythique parce qu'il réussit, malgré, si vous voulez, quand même une latitude un peu sudiste, à conserver une extrêmement belle acidité. Il faut aussi reconnaître que ce Sangiovese est souvent planté
dans des régions collinaires. Mais c'est un cépage qui intrinsèquement a une magnifique acidité, ce qui crée bien sûr des équilibres gustatifs juste exceptionnels. Alors ben voilà, dans les cépages locaux, on l'a cité, on a aussi le Trebbiano toscano, qu'on appelle en France l'Uni blanc, la Malvasia en blanc, la Vernaccia en blanc. Alors dans les vins rouges célèbres, ben oui, bien sûr, le Chianti, puis le Brunello di Montalcino, puis le Vino Nobile di Montepulciano, puis qu'est-ce qu'il y a aussi, la Vernaccia di San Gimignano en blanc, le Vinsanto en blanc liquoreux, et puis les Sassicaia et les Super Toscans qui, eux, utilisent un peu plus de cépages dits internationaux. En termes de produits de la gastronomie, voilà, j'ai sélectionné le fameux Lardo di Colonnata parce que ça, c'est juste une prélibatite, ça c'est une tuerie, je dirais, en termes gustatifs qu'on peut bien sûr abbinare et qu'on peut marier, si vous voulez, accorder avec un Chianti tout en finesse. Nous descendons sur les Abruzzes. Alors les Abruzzes, c'est une région extrêmement collinaire avec toujours ici 40% de blanc, 60% de rouge. Alors en termes de cépages locaux, on a bien sûr le Montepulciano en rouge, le Trebbiano toscano d'Abruzzo en blanc, le Sangiovese, cépage semi-local vu qu'il vient de la Toscane juste à côté en rouge, et puis encore le Pecorino par exemple en blanc. Dans les vins célèbres, les appellations célèbres, on a le Montepulciano d'Abruzzo qui est extrêmement connu, bien sûr, le Trebbiano d'Abruzzo en blanc, aussi extrêmement connu. Comme produit ou caractéristique de la région, ici on a sélectionné le Zafferano dell'Aquila, qui est une DOP. Alors Zafferano, c'est le safran, cette épice magnifique qui peut servir à agrémenter beaucoup de plats, dont le fameux risotto alla milanaise. Moi je suis né à Milan, donc voilà, je le place discrètement. Et on peut accorder cette épice avec plusieurs vins, mais pourquoi pas avec un Montepulciano d'Abruzzo. Nous arrivons dans une petite région qui est la région du Molise, où les vins sont plutôt des vins de montagne, 74% de rouge et 26% de blanc. Alors les cépages locaux, c'est le Montepulciano, semi-local, le Trebbiano en blanc, le Montepulciano en rouge, le Sangiovese en rouge, et puis on a l'un ou l'autre jusqu'à la Malvasia également en blanc. Et nous avons une appellation pour cette région, qui est la Molise et DOC, qui peut se décliner aussi en plusieurs couleurs, comme on l'a vu. Le produit que j'ai sélectionné est un produit qui peut se produire dans le Molise. Bien sûr, on l'associe plus traditionnellement à la Campanie, mais enfin, la mozzarella di bufala campana est une DOP qui existe dans le Molise. Donc, on peut la produire dans le Molise et on peut bien sûr l'accorder en fonction des goûts et des couleurs avec un Molise rouge ou un Molise blanc. Molise rouge qui garde toujours une très très belle acidité, et grâce bien sûr à la cultivation, si vous voulez, au fait que les raisins soient cultivés plutôt en altitude, hein, c'est plutôt une région montagneuse. Nous arrivons dans le talon de la botte, nous sommes dans les fameuses Pouilles. Alors les Pouilles, c'est la patrie des rosés italiens. Vous avez 35% de blanc, 65% de rouge et de rosé. Alors des cépages locaux, on a le Negro Amaro en rouge, le Primitivo en rouge, l'Uva di Troia en rouge, le Sangiovese qui vient de la Toscane en rouge, le Montepulciano en rouge et le Trebbiano toscano en blanc. Dans les vins célèbres ou connus, on a le Castel del Monte, bien sûr, qui existe en rouge ou en blanc, la Malvasia Nera di Brindisi, que en rouge, bien entendu, Primitivo di Manduria, très très connu, en rouge, bien sûr, Salice Salentino en blanc. C'est juste des vins qui font rêver. Comme produit de la gastronomie, si vous voulez, locale, nous avons sélectionné le Canestrato Pugliese DOP, qui est un fromage qu'on peut accorder avec un Primitivo di Manduria, par exemple. Nous terminons si vous voulez, l'Italie continentale, disons, par la Calabre. Alors là, si vous voulez, on est dans la pointe, hein, la pointe du pied, si on considère que c'est une botte, entre guillemets. Et là, c'est le renouveau des cépages locaux et principalement rouges, vu que 80% de la production de la Calabre, c'est rouge et 20% c'est blanc. Alors dans les cépages locaux, on a le Gaglioppo en rouge, Magliocco Canino en rouge, Nerello Mascalese en rouge, Nerello Cappuccio en rouge, le Calabrese qu'on appelle aussi Nero d'Avola ou le Greco Bianco en blanc. Nous avons également quelques vins célèbres, Terre di Cosenza en rouge en blanc, le Ciro, rouge en blanc, le Savuto, rouge, Greco di Bianco, blanc, qui est un blanc de dessert. Alors ici, j'ai sélectionné la Soppressata di Calabria, DOP, hein, donc une forme de salami, si vous voulez, extrêmement goûtu, très très savoureux, qu'on peut accorder avec un Terre di Cosenza.
Et enfin, nous passons le Stretto di Messina, nous nous retrouvons en Sicile, dans la région peut-être la plus ancienne en termes de viticulture italienne. Hein. Donc c'est peut-être grâce ou avec la porte d'entrée de la Sicile que la viticulture est arrivée dans l'ensemble de l'Italie. Et donc là, ça c'est juste magnifique. En termes de production, c'est 53% de blanc, 47% de rouge. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que si vous voulez, j'associe de manière un peu classique le renouveau viticole rouge italien quelque part à la Sicile. Mais en vérité, en termes de masse, il y a autant de blanc, c'est pas un peu plus de blanc qui sont produits que de rouge. Alors les cépages locaux, c'est le Nero d'Avola qu'on appelle aussi Calabrese, et de l'autre côté de la mer, le Zibibbo en blanc, le Caricante en blanc, et le Catarratto en blanc et le Grillo en blanc. Juste à préciser, quand on parle de Sicile, on parle aussi des îles, notamment Pantelleria qui entoure, et notamment de la production ou de muscat ou de vin, si vous voulez, liquoreux. Ce qui fait que, en vérité, en termes de vin non liquoreux, c'est quand même la patrie des rouges. Et puis en blanc, c'est aussi le côté liquoreux qui va créer les masses de blanc dont on a parlé. Si vous prenez dans les vins célèbres, justement, le Moscato di Pantelleria, ça c'est juste magnifique. Le Marsala, Cerasol di Vittoria, là on est en rouge. Malvasia delle Lipari, là on est de nouveau en blanc. Ou l'Etna, on peut être en rouge ou en blanc. En termes de production gastronomique, ben voilà, le pomodoro di Pacchino, moi j'adore les tomates, c'est un dingue de la tomate. Quand je rentre en hiver, je suis malheureux parce qu'on ne peut plus vraiment avoir de très très bonnes tomates qu'on peut accorder ici avec une Malvasia delle Lipari. Voilà, chers amis, j'ai été vraiment ravi de faire ce petit tour des régions vitivinicoles avec vous. Puis on a vu précédemment les éléments essentiels du vin italien. J'espère que cette vidéo a pu un peu vous aider à pénétrer ce magnifique vignoble. Et n'oubliez pas, à la fin de l'histoire, si vous voulez vraiment maîtriser, connaître le vin italien, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.